Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du Moucheur. Alors on va commencer bien sûr par notre rubrique environnement et cette fois-ci Eric ne sera pas en colère car il ne nous parlera pas de l'intervention de l'homme sur la rivière mais plutôt de la visite et de la vie d'un être étrange que peu de gens connaissent. Dans l'environnement des pêcheurs, je voudrais vous parler aujourd'hui des Petromyxontidae. Bon, ça fait un peu tout vip, ça fait un peu pharmacie, mais c'est pas du tout ça, c'est plutôt une cuisine de saveur d'un plat bien connu dans le sud-ouest et spécialement à Bordeaux. Il s'agit de la lamproie à la bordelaise avec une sauce bien foncée et bien marron au chocolat. Et avec du poireau, il ne faut pas oublier. Alors je vous en parle de ça parce que tout simplement, ici nous sommes sur le Sézan. Je ne vous dirai pas l'endroit parce qu'il y a trop de gens malveillants qui braconnent. Ici, juste en dessous de moi, est un endroit qui est habité tous les ans par des grands lamproies marins. Donc ce sont des bêtes qui sont à peu près grands comme ça, 70 cm, et qui font à peu près 1,5 kg à 2 kg parfois. Et donc un endroit qui pour moi est sacré, c'est où je vous ai ramené ici aujourd'hui, dans une intimité que je partage à ces coins, il y a tout un tas de frayeurs qui se posent juste en dessous d'ici. Alors, je vous parle de ces poissons qui sont en allemand appelés Neunaugen, les yeux neufs, tout simplement parce que dans l'ancien temps, on a pris des branchies, des huiles qui sont de côté pour des yeux, et donc en fait, ils en ont 9 si on compte tout. En fait, c'est une famille très ancienne. Ce sont des poissons qui sont des Cyclostomata. Ce sont des poissons qui ont une bouche ronde. En effet, leur biologie est très particulière. Premièrement, il en existe beaucoup. On n'en parle toujours que de la grosse qui en mange, mais il y en a aussi une petite qui vient de la mer aussi. Et il y en a aussi plusieurs petites en Europe, et particulièrement aussi dans les Pyrénées, qui sont tout petits, pas plus grands que ça, et qui vivent leur vie toute l'année et toute leur vie dans les ruisseaux et rivières pyrénéennes. La particularité est qu'ils sont à un stade larvaire. On appelle ça les cuers d'air. Ce sont des larves. Donc il faut savoir que le lamproie marine, donc celui-là que je vous parle, particulièrement ici, parce qu'il se reproduit juste là, monte à peu près en mai, juin, vers des rivières. Donc sa vie en mer et il suce les poissons, donc surtout des cabillaud, des maquereaux et des saumons. Donc avec sa bouche ronde, il a des dents qui rongent petit à petit et qui sucent le sucre du poisson. Bon, donc effectivement, ce sont des nuisibles, il faut le dire, hein. Ensuite, on entend dans certaines revues, on lit dans certaines revues qu'ils se font porter par leur proie en haut. Non. Quand vous parlez aux pêcheurs, aussi bien qu'ils sont à Libourne, qu'ils sont n'importe où, vous voyez de suite qu'ils prennent les lamproies seuls. Ils ne sont pas collés sous rien, hein. Donc, ensuite, une fois qu'ils rentrent dans l'eau douce, où ils vont rester 1 an, parce qu'ils vont rester 1 an sans manger, donc leur appareil digestif disparaît et donne place à des gonades pour se reproduire. Donc le lamproie qui va monter en juillet, entre mai et juillet l'année avant, va rester toute l'année en la rivière, chercher des repères où il est né, où il avait son stade larvaire, pour se reproduire l'année après. Ici, c'est entre mai et juin. Bon, donc les adultes, ils meurent après, ils ne retournent pas. Ils sont vraiment, on les voit ici, et je vous promets dans une des prochaines émissions, je vous montrerai ici des adultes qui restent et les autres qui frayent. Alors le stade qui est important, c'est que des larves restent 4 ans sans yeux ni rien, enfouis dans le sol, en dessous, que personne ne le voit, ils vivent quelque part, on ne sait pas très bien où. Donc beaucoup de mystère à ce poisson et on reviendra dessus, c'est promis. Alors d'ailleurs, si vous voulez goûter à cette fameuse lamproie, cette lamproie à la bordelaise, eh bien vous allez dans un bon restaurant ou bien vous allez voir un pêcheur professionnel et vous lui en achetez, car vous n'avez pas le droit d'en attraper, car ce n'est pas un poisson qui va mordre votre leurre avec sa bouche, donc c'est interdit. Alors pour l'instant en tout cas, c'est l'heure du lancer autrichien. Aujourd'hui, en technique et matériel, comme vous pouvez constater, nous trouvons encore pour une nouvelle leçon du lancer autrichien. Nous avons déjà appris les bases depuis pas mal de temps et je pense que vous vous êtes tous bien entraînés pour arriver à la pièce maître, à la maîtrise
de votre lancée qui est tout simplement la double traction. Donc, nous avons déjà appris la simple, que je vous répète quand même parce qu'elle est la base pour y arriver. Donc, on sort un peu du fil. La simple n'est pas ça, mais la simple est tout simplement vers devant. Alors, quel est le principe? Il est très simple. Simple. On ajoute l'énergie vers devant. Pour la double traction, c'est très simple aussi, qu'on l'ajoute en arrière et en avant. C'est-à-dire que votre soie est en permanence avec une haute vitesse. Alors, en arrière on tire, en devant on tire, en arrière on tire, en avant on tire et on lâche. Alors, voyons un peu comment ça marche. Le départ est ici. La canne, la main gauche. Là, on accélère les deux mains. La soie veut partir derrière parce qu'elle est très chargée d'énergie. Donc votre main revient ici pour retirer vers devant. Alors refaisons, ça c'est très compliqué au début, après ça marche toute seule. On part ici sans canne, sans rien, vous faites comme moi. 1, 2, 3, 4. C'est très important. On démarre 1, 2, 3, 4. La main droite n'intervient que au 1 et au 3. Et la main gauche, elle fait 1, 2, 3, 4. Faisons-le maintenant avec la canne. 1, 2, 3, 4. Alors, on refait une pause. 1, 2, 3, 4. Ça, au début, c'est un peu difficile, mais ça vient. 1, 2, 3, 4 des deux côtés. Maintenant, une seule côté. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est important. J'insiste, il faut que la difficulté est toute simple. Elle est que votre main gauche doit aller contre la main droite à un moment. Donc, 1, là vous avez tiré. Et le 2, c'est que cette main qui attend que la soie derrière se déroule, qu'elle tire sur la canne, parce qu'il faut entendre le moment quand elle tire. Et là, en mettant la main vers la main droite, on a que la puissance derrière absorbe votre mou que vous donnez dans votre canne. Si vous ne le faites pas, c'est foutu. Et comme vous êtes là et vous allez faire le geste avec la main droite et en même temps avec la main gauche, vous allez projeter donc avec la canne votre soie, mais en même temps vous allez réduire la distance de la soie dehors en tirant 1 mètre à peu près de fil ici. Donc, voyons encore. Là je tire et là vous voyez, la soie derrière elle tombe. Regardons encore le même geste. En arrière, ça tombe et en devant, on tire. Voilà. Vous allez voir, vous allez vous entraîner un peu. On se reverra à peu près dans une quinzaine pour reprendre le même cours, car c'est vraiment la pièce maître de tirer tout doucement au début des grands parcours et à la fin c'est plus que quelques centimètres parce que c'est le moment qui compte. Bon, alors il va falloir bien vous entraîner d'ici la prochaine leçon de lancer autrichien. En attendant, c'est l'heure de la mouche de la semaine. La mouche de la semaine est la BWO, donc en anglais Blue Winged Olive. En fait, c'est l'éphémère qui est encore olive et qui a une aile bleue. Nous allons aujourd'hui monter une mouche sèche. Donc, j'ai choisi particulièrement de vous montrer le montage thorax, c'est-à-dire une mouche sèche, pas classique avec une hacle ou avec des ailes ronds autour, mais une mouche qui flotte très bas dans l'eau. On sait que lors de l'émergence des éphémères qui se fait en subsurface, des sub-imagos essayent de se débarrasser de la peau de la larve. Donc, elle perce d'abord la peau et ensuite il faut qu'elle traverse le film de surface. Et ça, c'est très difficile. Et on sait que beaucoup d'insectes sont morts avant de sortir. Donc, stillborn, comme on dit en américain. Donc,
Cette mouche-là, elle a l'avantage d'être dans le film. Elle n'est pas comme un palmer ou comme une double collerette qui flotte très très haute, mais c'est une mouche qui est dans la surface, juste dedans, et l'expérience le montre que les truites sont de plus en plus méfiants concernant des mouches qui flottent beaucoup, surtout dans les eaux calmes. Et donc on va employer cette BWO, Blue Wing Olive, thorax, dans des eaux calmes, parce que là c'est difficile à leurrer des truites. Alors, voyons maintenant au tableau comment elle se monte. On va utiliser ici un hameçon 14, tout simplement car il est un peu plus gros qu'il devrait être du 16, mais pour qu'on le voit mieux la caméra, pour que vous voyez mieux comment on le monte. Donc on prend ici un 14, mais vous devrez le monter en 16, avec un hameçon 2 fois long et fin de fer. On va commencer par une toute petite boule de dubbing derrière, tout simplement pour qu'on fixe des cercles en fibre de coque, pour que ça s'écarte. Car cette mouche, elle doit bien flotter plat, mais elle ne doit pas couler. Donc, des cercles en V vont déjà aider à stabiliser la mouche pour qu'elle soit droite, un peu comme un parachute sur l'eau. Ensuite, on va faire le dubbing, va faire l'abdomen jusqu'au 2 tiers devant. Donc, un dubbing spécial, qu'on va voir tout à l'heure, qui a la bonne couleur justement pour la Blue Wing Olive. Ensuite, on va mettre une petite touffe d'une plume qui peut être du héron, le substitut d'héron, de bois ou autre chose, qui va faire l'aile. Ensuite, on aura au début un acre à peu près normal, très peu fourni, 2 tours maximal. Et ensuite, on va couper en dessous. Tout ce qu'il y a en dessous, ça part. Voilà. Donc, il va rester plus que la moitié haut qui va rester avec. Et on va terminer avec un tout petit peu de dubbing devant pour faire le thorax et la tête. Donc voilà comment se présente cette mouche, cette modèle qui est très très prenante pour ombre et truite. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour la réaliser. Il nous faut, comme toujours, bien entendu, un étau valable, solide. Ensuite, porte-bobine avec des fils noirs et fins. Un enfileur, si on casse le fil, ça peut arriver. Ensuite, il nous faut bien entendu 2 paires de ciseaux, une pour des gros travaux, un pour des pointes fines. Ensuite, une pince à hacle pour enrouler la collerette et une aiguille à dubbing pour le vernis et un peu de vernis pour solidifier tout. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux. D'abord, des hameçons. Donc, fin de fer, ici 14, pour on voit mieux à la télévision. Ensuite, des cercles et la collerette seront faites avec des coques. Ici, j'ai du Metz, c'est brillant, c'est joli. On va prendre des grandes plumes pour faire des cercles et on va prendre une plume moyenne pour faire des pattes, donc la collerette qui sera coupée. Ensuite, ici, une plume de substitut d'héron qui fera avec une pointe l'aile de cet éphémère. Et enfin, le dubbing. Donc ici, je ne dis pas souvent des marques, mais c'est du Flairette, car c'est vraiment le dubbing de loin le meilleur pour faire des mouches sèches. Donc ici, c'est en plus spécial Blue Wing Olive, c'est le numéro 10 dans leur série. Donc c'est vraiment la couleur du corps de cet éphémère, c'est vraiment un dubbing fabuleux parce qu'il est fin et il est très bien teinté. Il existe, entre autres, dans toutes les coloris. Je crois qu'il y a une trentaine de coloris disponibles et c'est très bien. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la montée. On commence des enroulements comme toujours. On va jusqu'à la courbure et on coupe. Alors là, on a dit on va prendre un tout petit peu de dubbing pour faire une petite boule qui doit faire écarter derrière, voilà, un tout petit peu, voyez-vous, qui doit écarter des cercles. Alors, les cercles, c'est une grande plume de coque qu'on prend en haut, propre, voilà,
On prend comme il le faut. On mesure la longueur, hop. On coupe le barbe. On le met devant la boule. On tourne une fois, deux fois, et c'est que la troisième fois qu'on tire pour que ça ne tourne pas. Et là, on serre contre la boule et on voit que ça s'écarte. Voilà, là c'est parfait. Bon, maintenant, on prend encore du dubbing. Pareil, très peu. Ce dubbing, il se travaille sans poids ni rien parce qu'il est très fin. Et on fait le corps. On va jusqu'à peu près 2 tiers. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, on va créer l'aile. Donc, plume de substitut des ronds. On prend une pointe. Hop. On la met dessus. Voilà. On coupe qu'est-ce qu'il y a devant. On redresse. On passe derrière. Hop. C'est fait. Et on coupe. Et ici, on a droit. Qu'est-ce qu'il y a de trop? Voilà. Maintenant, la collerette. On prend une plume encore du Metz. On nettoie. On enlève le barbe en bas, tout ce qui est mou. Et la plume reste propre. On coupe. On coupe propre et on fixe. Alors là, il faut bien fixer. Avec la pince à hack, on tourne 2 fois. 1, 2, bon, 3 ici. Hop, on arrête. Voilà. Voilà, maintenant on rabat en arrière pour avoir les vents propres. On remet un tout petit peu de dubbing pour terminer. Pour faire une petite tête. Voilà. 1, 2, 3 clés. On coupe l'excédent. Et là, surtout, on coupe en dessous. Voilà. Et on a la mouche thorax, donc qui n'a pas de collerette en dessous. Et donc, elle est plat sur l'eau. Voilà une imitation réussie de la BWO. Bon, alors pour une fois, on ne va pas au bord de l'eau, on ne prend pas les cannes, les moulinets et tout ça, et on va rester là bien au chaud. D'ailleurs, ça m'arrange bien pour soigner mon rhume. Et nous allons faire la revue de presse, qui en fait n'est pas une revue de presse, mais plutôt une revue de bibliothèque. Comme il nous reste un peu de temps aujourd'hui, je vais vous présenter quelques livres. Et ça tombe bien car mon ami Guy-Marie Renier, qui dirige la collection des éditions Sud-Ouest pour les livres, m'a ramené un livre qui vient de sortir, qui est Parcs nationaux des Pyrénées, France-Espagne, écrit et documenté par Didier Castagnet et Gérard Névery, et qui est vraiment un très beau livre. Alors, au premier regard, vous allez me dire pourquoi je vous parle d'un livre des Pyrénées. Ben, écoutez, énormément de monde, de plus en plus, va dans la montagne, fait de la pêche randonnée, donc aussi bien du côté famille, ludique, la marche en montagne, et y arrive sur des cimes, sur des lacs, sur des ruisseaux de montagne qui sont purs, il n'y a aucune pollution, où des poissons ne sont pas empoisonnés dedans, jetés par des bassines, mais c'est vraiment pur. Alors, ce livre remarquable, avec des photos qui sont de toute beauté, vous fait vraiment rêver en travers des Pyrénées espagnoles et françaises, de l'Atlantique à la Méditerranée. Et tous les circuits, mais vraiment tous les circuits possibles, sont nominés aussi bien pour débutants, donc des gens comme moi qui ne sont pas très montagnards quand même, mais aussi pour des gens qui sont vraiment, qui font l'escalade et qui font des choses plus difficiles. Alors vous avez dans ce livre par région, donc bien entendu limité par des sentiers qui sont balisés. Il y a les cartes, on voit les paysages qu'on attend, et on voit surtout dans ce livre énormément de lacs et des ruisseaux qui sont vraiment
d'une couleur magnifique, superbe. Alors, moi, je vous conseille ce livre. C'est pas très cher, je vous le dis franchement, pour la qualité du livre. Et petit clin d'œil, je vais faire dans la même collection, dans quelques temps, un livre sur la pêche à la mouche. Et je pense que ça vous intéressera et on vous en parlera. Comme nos 2 prochaines émissions sont axées un petit peu sur le saumon atlantique, je voudrais vous présenter aussi, maintenant, comme il y en a un peu de temps, 4 livres qui sont dédiés spécialement au saumon atlantique. Donc, ce sont des livres en langue anglaise, un québécois, donc heureusement en langue française, et un livre écossais en anglais et un livre allemand qui est pas mal non plus, qui est un bon guide pour ceux-là qui sont certainement peu nombreux d'entre vous, mais qui savent bien lire et parler l'allemand. Alors, la Bible incontestable depuis toujours, et je pense qu'elle restera encore, c'est le The Atlantic Salmon de Leigh Woolf. Bon, c'est le pêcheur légendaire que je rencontrais moi-même personnellement, et qui vraiment, jusque dans son haut âge, a toujours pêché le saumon, et qui est l'inventeur de la pêche à la mouche sèche quasiment au saumon, notamment avec des micro-mouches, donc des mouches qui sont tout petits, à hameçon 16, même 20, il a pris des saumons atlantiques, dans des eaux de Québec notamment, a écrit ce livre qui est une Bible que je vous conseille. Parce que tout simplement, tout y est écrit, aussi bien sa biologie, son cycle de vie, comment il vit, où il va, quand il revient, et son comportement. Bien entendu, vous avez une partie de matériel, qu'est-ce qu'il préconisait lui comme matériel, notamment des cannes à une main, courtes, 9 pieds, avec des soies de 7. Il y a ensuite, bien entendu, des leçons de lancer, des photos. À l'époque, le livre date quand même de quelques années. Il est édité aussi par Nick Lyons Books. Donc c'est un livre qui existe toujours et qui n'a pas perdu rien de son intérêt pour vous, à vous mettre vraiment à la pêche du saumon atlantique, à la mouche. Bon, ce n'est pas un livre avec beaucoup de photos couleurs, etc., mais c'est un livre qui est profond et que je vous conseille. Ensuite, on a ici un livre qui est tout aussi intéressant et tout aussi indispensable à votre culture si vous voulez pêcher le saumon atlantique. Et ça, c'est un livre qui est écrit en français et qui est édité par le magazine Sentier Chasse-Pêche québécois, que tout le monde connaît bien, et qui est vraiment un livre qui est très très bien fait car il est pédagogique, il vous apprend vraiment tout sur le saumon. Il est plus moderne, il a déjà aussi quelques années. Il parle de la Gaspésie, beaucoup de la Gaspésie, on voit des rivières, on voit des guides, on voit des bateaux, tout est expliqué, le comportement du poisson, la pêche en mouche sèche, la pêche en noyer. Il y a aussi des adresses des fédérations québécoises qui sont tous derrière, tous mis dans ce livre. Et on a le lancer, donc ici on n'en parle jamais qu'à deux mains, c'est toujours à une main, 9 pieds. Et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 bien fait, très bien documenté, et on arrive vraiment à apprendre le comportement du saumon, les mouches utilisées, dans la fosse où il se tient, quand il monte pas, quand il est mordeur, quand il y a un refus sur une mouche, on doit changer, biologie tout. C'est un très très bon livre, je vous le conseille vraiment, ça existe toujours, donc édité par le magazine Sentier Chasse-Pêche, le saumon atlantique, c'est un must pour quelqu'un qui se met au saumon et même quelqu'un qui l'est déjà. Un livre tout autre, c'est The Salmon Handbook de Stephen Drummond Sedgwick, un Écossais de pure souche, avec bien entendu son chapeau et sa cravate en tweed. Nous a fait ici un livre qui est sorti aussi quelques années déjà, et qui était un ami intime de Dr. De Bédard, qui nous a quittés malheureusement cette année, et qui était un très très grand pêcheur de saumon, et qui s'occupait aussi de la conservation et du salmon ranching, c'est-à-dire de les reproduire. Et ce livre traite exclusivement comment le saumon vit, comment il migre, comment on le reproduit pour avoir la qualité et pas forcément la vache folle dans le salmon. Et ensuite, donc ce n'est pas un bouquin pour pêcheurs, c'est un bouquin pour les gens qui veulent savoir un peu plus sur le poisson. Et ensuite, je finirai avec un petit livre, mais qui est quand même intéressant. C'est Charles McLaren, donc c'est aussi un Écossais, qui a écrit dans les éditions Paul Paré, que tout le monde connaît, qui lit l'allemand en presse de pêche, car ce sont des incontestables maîtres dans la langue allemande. Lachsfischen, petit livre, mais bien fait, bien catégorique, bien allemand, si je peux dire.
malgré que c'était fait par un Écossais. Et je dis que pour faire tout, on voit bien qu'est-ce que c'est la biologie, qu'est-ce que c'est la pêche. C'est un livre simple, il ne coûte pas très cher. Il parle pas seulement de la mouche, il parle aussi des autres techniques comme la crevette, le ver ou autre chose. Bien entendu, c'est un livre qui est plutôt par curiosité que par nécessité. Bon, alors bien entendu, Eric présente des livres très sérieux sur le saumon. Moi, avant que l'on se quitte, vite, j'ai un bouquin, ça s'appelle 100 questions sur le saumon. Un petit bouquin sur les recettes froides, les recettes chaudes, faut-il manger du saumon fumé, pas fumé, etc. Voilà, et donc à la semaine prochaine. Et vous nous l'avez promis, vous allez vous entraîner à la double traction. Ok? Allez, à la semaine prochaine.